Mesdames et Messieurs, chers invités, that is all I'm going to say in French. I want to preface my speech with a warning that when I reread my remarks, I realized that some of the things I'm going to say in the beginning are quite shocking. And many of you may be, wondering about how condensed I'm putting the picture together, but I felt that it was necessary to show qu'il était nécessaire de le faire ainsi pour montrer les grands dangers dans lesquels le monde se trouve, pour susciter donc une motivation pour amener le monde vers un nouveau paradigme. Donc, ne tombez pas de votre chaise et gardons l'espoir qu'il y a une solution au problème que je vais soulever. On doit regarder ces dangers en face, sinon on ne trouvera pas de solution adéquate. Alors, la question évidente qu'on doit poser en France, que ferait le général de Gaulle aujourd'hui pour protéger la nation et le peuple français des dangers sans précédent du monde aujourd'hui? Quand on regarde la double menace, qu'on est actuellement entraîné dans un affrontement nucléaire entre les États-Unis et la Russie, d'un côté, et au même temps, on est face à un effondrement immédiat du système financier transatlantique qui jetterait donc le monde. Cet effondrement jetterait le monde dans un chaos économique s'il aura lieu, il provoquerait également une situation de guerre. La question devient alors, est-ce qu'on est une seconde ou est-ce qu'on est déjà une seconde après minuit? Lorsque le ministre allemand des Affaires étrangères, Steinmeier, dit qu'il ne peut plus exclure une confrontation, un affrontement militaire direct entre les États-Unis et la Russie. Alors qu'un ministre allemand dit ça, c'est déjà très choquant. Au même temps, on a vu le vice-président américain Joseph Biden qui a annoncé que les États-Unis allaient lancer une attaque, une cyberattaque, accusant les Russes d'être intervenus dans les élections américaines. Alors Konstantin Kosachev, le chef du comité des affaires internationales, a appelé celui-ci la menace la plus grande depuis la cruise de missiles de Cuba. Maria Zakharova, qui est la porte-parole du ministère de la Défense, a accusé Washington de poursuivre une politique de terre brûlée dans les relations russo-américaines. Lors du 7e forum de Xinjiang de Beijing, lorsque les responsables militaires russes et chinois ont averti que l'administration Obama est très avancée dans la préparation d'une frappe en premier contre leurs deux pays, avec la doctrine de frappe impromptue et le déploiement de systèmes anti-missiles balistiques sur les frontières russes et chinoises pour préparer une attaque surprise, et je cite, dans n'importe quelle région du monde sans riposte, et que la Russie et la Chine sont obligées de prendre des contre-mesures appropriées. Le fait que Merkel et Poutine, qui a renoncé à venir à Paris, Merkel a invité quand même Poutine pour les discussions dans le format de Normandie, qui s'est réuni à Berlin aujourd'hui. C'est un signe d'espoir. Cette crise stratégique est aggravée par l'effondrement du secteur financier dans le monde transatlantique. Deutsche Bank, avec 42 000 milliards de produits dérivés en notionnel, une somme 12 fois le produit national, le PIB
de l'économie allemande sur une base annuelle. Et c'est une banque pour laquelle la plupart des autres grandes banques sont des contreparties. Et c'est une des banques les plus risquées. Mais au moment d'un crash, toutes les banques, les grandes et les banques moyennes, sont dramatiquement sous-capitalisées. Il est quasiment ironique que c'est peut-être l'amende du département américain de la justice pour les manipulations criminelles du marché de l'immobilier américain, pardon, qui a contribué donc à la crise de 2008. C'est maintenant la goutte qui fait déborder le vase et provoque la faillite de Deutsche Bank. Aujourd'hui, on parle d'une reprise de Deutsche Bank par les grandes firmes du DAX, donc de l'index allemand. Évidemment, ça ne changera rien. Et ça ne changera rien à la fin du système financier actuel. Un ancien grand banquier haut placé m'a dit récemment que si la tempête éclate, que ceux qui ont épargné toute leur vie en travaillant durement, c'est eux qui vont être les grands perdants. Ainsi que les barrages se brisent, on va voir une forme d'incapacité de gouvernance au sein de l'Union européenne avec un continent en révolution. Puisque nous traitons des problèmes qui sont le résultat de politiques humaines, il est entièrement possible de les surmonter en choisissant une autre politique. Roosevelt, en 1933, a tiré les États-Unis de la Grande Dépression avec une loi de séparation bancaire Glass-Steagall, qui a mis fin à une économie des casinos, qu'on a adoptée en France en 1946 par la réforme bancaire du 2 décembre 1946, séparant les banques commerciales d'un côté, les banques d'affaires de l'autre. À ce moment, Roosevelt aussi a mis en place la commission Pecora, qui a commencé à mettre sur le grill les délinquants financiers de Wall Street. Et il a remis en place une politique de crédit public productif inspirée par les politiques du premier secrétaire d'État au Trésor américain, Alexander Hamilton. Mon époux, l'économiste américain Lino Larouche, a proposé aujourd'hui dans cette tradition 4 lois ou principes fondamentaux permettant de sortir de la crise et de rétablir la productivité perdue. À part la séparation bancaire, le Glass-Steagall, il s'agit de remettre sur pied une véritable banque de la nation dans l'esprit d'Hamilton, un système de crédit international accordé sur cela et un vecteur scientifique qui peut servir de moteur pour tirer l'économie comme un tout, ce qui veut dire un programme à marche forcée pour la fusion thermonucléaire et la coopération dans l'espace. Si les responsables de la région transatlantique, si on peut les convaincre à court terme de remettre avant tout la défense de l'intérêt général de la population au lieu de leurs intérêts géopolitiques et celle de l'oligarchie financière, le monde peut être sorti de la crise. Depuis 3 ans, la Chine a créé une alternative globale à cette crise, avec l'initiative annoncée par le président Xi Jinping de nouvelles routes de la soie, une ceinture, une route, qui a créé une dynamique fantastique pour 70 pays qui ont rejoint cette dynamique. La Chine elle-même a créé depuis 40 ans un miracle économique qui a été admiré par le monde entier, qui a été créé sur la base des mêmes principes
du miracle économique allemand dans l'après-guerre. En 40 ans, ce que la Chine a fait en 40 ans, les pays industrialisés, ils ont eu besoin de 200 ans. La Chine s'établit au niveau mondial comme un dirigeant du marché dans plusieurs domaines, comme les trains rapides, l'industrie numérique, l'électronique, les énergies nouvelles, etc., faisant en sorte que 800 millions de gens sont sortis de la pauvreté. Et dans un nouveau livre blanc, la Chine a appelé de sortir la terre entière de la pauvreté avant 2020. Avec le projet de nouvelle route de la soie, la Chine offre une coopération sur la base d'une coopération gagnant-gagnant, avec le même esprit d'innovation et de croissance économique que la Chine a souligné lors du dernier sommet du G20 à Hangzhou en septembre. La Chine a offert les États tout le long de cette ceinture économique un plan d'ensemble de coopération scientifique, des centres de recherche en commun, la R&D, des centres de transfert technologique, des échanges pour 150 000 techniciens scientifiques pour entraînement en Chine et plus de 5 000 jeunes scientifiques avec le but spécifique d'élever la productivité de tous ces gens-là. Lors du G20, la Chine s'est engagée de partager les bienfaits de l'innovation avec les pays en voie de développement et de ne pas retarder leur développement. Le projet de la nouvelle route de la soie est le plus grand programme d'infrastructure et d'industrialisation qui a jamais existé dans l'histoire. 70 nations, et ce nombre croît chaque jour, c'est-à-dire 4,4 milliards d'individus. Et les investissements faits représentent 1 400 milliards de dollars en pouvoir d'achat aujourd'hui, c'est-à-dire ça représente déjà 43% de l'économie mondiale. La perspective de la nouvelle route de la soie terrestre et maritime du XXIe siècle est une stratégie de développement conçue pour les 30-40 ans à venir. Tout comme l'ancienne route de la soie a un nom seulement donné par le géologiste allemand Ferdinand von Richthofen, ce n'est pas juste une route interrompue entre l'Eurasie et l'Afrique, mais c'est le synonyme de l'unification et la transformation de régions complètement enclavées et de nations connectées par des routes maritimes. Ce n'est pas seulement le transport et l'échange de biens, mais encore plus important, l'échange de connaissances scientifiques, de technologies et de culture. Entre le président Xi Jinping et le président Poutine, la base a été faite pour une intégration économique de la nouvelle route de la soie et de l'Union économique eurasiatique. Au forum de Vladivostok, le forum économique de Vladivostok en septembre, où il y avait le premier ministre japonais Abe et le président Corée du Sud Park, avec des délégations, ce projet d'intégration a fait des grands pas en avant dont aucun média a parlé dans le monde occidental. Immédiatement après le G20, organisé à Hangzhou en Chine, tout le monde a pu voir que la Chine est le modèle le plus progressif d'une nouvelle orientation possible du monde, de l'économie mondiale, basée sur l'innovation et la croissance économique, tout comme la réaffirmation des relations internationales basées sur la Charte des Nations Unies, le respect de la souveraineté et le respect pour les différents modèles sociaux, ce qui est totalement l'opposé des concepts du soi-disant droit de protéger et les soi-disant interventions humanitaires dont on voit les conséquences en Asie du Sud-Est et en Afrique du Nord. Le président aussi a été très direct au G20. Le vieux modèle est insoutenable. Il faut une stratégie basée sur l'innovation. Il faut qu'on soit à l'avant-garde de la science et de la technologie pour faire les recherches fondamentales
pour surmonter les problèmes scientifiques et technologiques qui empêchent le développement économique et industriel. Nous allons accélérer l'application de la science et le développement. Nous allons sponsoriser les nouvelles filières dans l'industrie pour monter en gamme. Immédiatement après le sommet de Laos des États de l'ASEAN, ces pays ont soutenu donc la position chinoise et ont souligné dans leur déclaration commune que le développement chinois représente une chance importante pour la région et qu'ils soutiennent explicitement le développement pacifique de la Chine. Le sommet des BRICS qui vient de se conclure à Goa en Inde montre également que l'alliance entre l'Inde, la Russie et la Chine est vraiment la colonne vertébrale de l'intégration eurasiatique et qui met les intérêts communs au-dessus des intérêts individuels. Cette suite de forums et de sommets en moins de six semaines, où des douzaines de contrats ont été signés, montre le réalignement stratégique dans les relations internationales. Et aussi, ça rend très clair que le centre de la politique mondiale a basculé vers l'Asie. Après que le premier train est arrivé en Chine, depuis, il y a 20 convois économiques, convois de trains qui arrivent. Shenyang, Lianyungang, Harbin, Yiwu, Wuhan, Chengdu et Chongqing, qui arrivent à Duisbourg, Hambourg, Rotterdam, Lyon et Madrid. Les États de l'Europe de l'Est et centrale ont reconnu depuis longtemps les avantages des investissements chinois dans justement ces projets d'infrastructure et de corridors de transport qui ont été conçus en 1994 dans la conférence de Crète des ministres européens des Transports, mais qui n'ont jamais été réalisés à cause des politiques d'austérité de la Troïka. La modernisation du port de Pirée en Grèce, la construction des lignes de chemin de fer de la Grèce par la Serbie jusqu'en Hongrie et au-delà, les connexions entre l'Oder, Elbe et le Danube, le canal de liaison, tous ces projets sont en cours. Les gouvernements de la Grèce, de la Serbie, de la Hongrie, de la République tchèque, d'Italie, du Portugal, de la Suisse ont maintenant reconnu que la voie du futur se trouve dans une coopération avec la Chine en construisant la nouvelle route de la soie. Au même temps, un système bancaire parallèle a vu le jour qui est entièrement dévoué à ces investissements d'infrastructures, des projets dans l'économie réelle et l'innovation. La Banque internationale pour les investissements dans les infrastructures, qui, malgré les pressions de Washington, immédiatement, il y a 70 pays qui sont devenus des membres fondateurs, y compris des alliés proches des États-Unis comme l'Angleterre, l'Allemagne, la France, le Japon, l'Australie et le Canada. Ensuite, il y a la nouvelle banque de développement, il y a le fonds de la route de la soie maritime, il y a la banque de l'opération de coopération de Shanghai. Tout cela, plus le mécanisme donc de stabilisation, tout cela est conçu pour protéger d'attaques spéculatives et d'être à l'abri de l'économie spéculative. Toutes ces villes et ces régions qui sont impliquées dans les échanges de biens et qui sont sur ces routes du commerce reconnaissent clairement les avantages d'une telle coopération pour chaque côté. Qu'est-ce qui peut empêcher l'Europe de pleinement profiter de cette nouvelle politique de gagnant-gagnant, de l'étendre en Europe centrale, les Balkans, l'Europe du Sud, et de reconstruire avant tout le Proche-Orient démoli, ravagé par la guerre, et de s'engager enfin dans l'industrialisation nécessaire de l'Afrique et ainsi empêcher que la crise des migrants dégénère encore plus. La réponse est évidente.
Les États-Unis et l'Angleterre insistent l'idée d'un monde unipolaire qui, en réalité, a déjà cessé d'exister. Le monde transatlantique est au bord d'un effondrement total, est tombé dans le piège du Thucydide. C'était la crainte d'Athènes, de la montée de Sparte. Et Martin Dempsey, l'ancien chef d'état-major des États-Unis, a mis en garde contre cela. L'Europe, aujourd'hui, est emprisonnée dans l'ancien paradigme et s'aligne sur la ligne du consensus de Washington. Un rapport publié le 12 septembre par le Saïd Business School de l'Université d'Oxford montre clairement ce genre de propagande de monétarisme néolibéral visant à discréditer le succès fantastique de la nouvelle route de la soie. Ce rapport fait l'argument que cet investissement énorme dans l'infrastructure, 10 800 milliards d'investissement, que c'est ça qui est la cause de l'effondrement qui va venir de l'économie chinoise et menace toute l'économie mondiale. Cette vision classique qui dit que c'est le haut risque, les gens qui pensent qu'au profit élevé et qui voient l'infrastructure comme un risque, nous, on ne pense pas comme ça. Eux, ils regardent vers le passé et nous, on regarde vers l'avenir. L'histoire de l'industrialisation de chaque pays de la planète est la preuve que le développement des infrastructures est la condition sine qua non de la transformation dans des économies modernes. Le retour à des projets individuels ne peut pas être mesuré à des projets immédiats de ces projets. C'est pas, par exemple, le péage des autoroutes qui peut payer pour la construction des autoroutes, mais c'est l'augmentation de la productivité de toute la nation qui résulte de ces infrastructures dans l'agriculture, la mobilité des gens. De plus que ce réseau d'infrastructures d'un pays peut être, notamment l'énergie, l'eau, communication, l'éducation, la santé. De plus, sa productivité est élevée et que le niveau de vie, l'espérance de vie de sa population. Évidemment, les chercheurs d'Oxford, étant pollués par l'esprit anglais, ne peuvent pas... ils se lâchent et ils disent oui, des pays comme le Pakistan, le Nigeria, le Brésil, ils ne devraient jamais prendre le modèle chinois comme leur modèle. Tout aussi faux et motivé par des motifs géopolitiques, c'est l'argument que la Chine veut simplement se substituer à l'impérialisme anglo-américain. Ces affirmations sont rien que des projections de leur propre état d'esprit, de ceux qui font cet argument. La réalité, c'est que pour couronner les 2500 ans de tradition du confucianisme, il y a aujourd'hui une renaissance profonde du confucianisme qui est en train d'avoir lieu en Chine, qui met en avant l'idée d'une perfection individuelle tout le long de sa vie et un développement harmonieux des nations, ce qui correspond exactement à la politique de gagnant-gagnant de la nouvelle route de la soie dans l'intérêt mutuel de chacun qui participe, et l'idée de partager les fruits de l'innovation et du progrès scientifique et technologique avec les pays en voie de développement. Il y a une affinité encore plus profonde entre le confucianisme et la tradition humaniste européenne que la plupart des gens savent. Le problème n'est pas à la Chine. Le problème, c'est que nous, en Europe, nous avons abandonné nos meilleures traditions, comme la Renaissance italienne, l'école polytechnique de ses origines en France, la période classique allemande et l'image optimiste de l'homme qui était associé. Nous avons toléré
que cette culture soit remplacée par des images dépravées, par la laideur, la violence, la pornographie et la petitesse. Pour revenir à la question que j'ai posée au début, que ferait Charles de Gaulle aujourd'hui? Je suis certain qu'avec passion, il embrasserait l'idée que nous allons finalement surmonter la pauvreté et le sous-développement en étendant la nouvelle route de la soie dans un pont terrestre mondial, et que dans le nouveau paradigme, il n'y a pas de contradiction entre être un patriote de votre propre nation et un citoyen du monde préoccupé par le bien-être de toute l'espèce humaine. Permettez-moi de vous rappeler le discours extraordinaire que de Gaulle a donné le 9 septembre 1962 à Ludwigsburg sur ces forces noires, sur la base d'une loi inconnue, provoquent des choses matérielles, des choses de la vie, de subir une transformation toujours plus rapide, et que les découvertes scientifiques, l'ensemble des découvertes scientifiques provoquent des améliorations continues des conditions physiques de la vie. Il disait aux jeunes Allemands, la perspective merveilleuse qui se présente pour vous, des jeunes de votre âge, que ces perspectives doivent devenir accessibles à tous nos compagnons. C'est à vous de l'amener, que le progrès devient un intérêt commun et que cela contribue à développer le beau, le juste et le bien. Partout, et en particulier dans nos pays, qui représentent la civilisation, nous pouvons contribuer à que des milliards de gens sortent de la pauvreté. Donc, fin de citation. Ce que nous, dans les nations européennes, devons faire, c'est de définir, c'est de faire de ce que pensait de Gaulle l'esprit de notre véritable intérêt réel, en ramenant l'humanité dans un nouveau paradigme, une seule humanité et d'un ordre plus élevé que toutes ces diversités. Nous devons être d'accord sur les intérêts communs de l'humanité, parce que nous sommes en effet ce que nous avons un destiné commun et partagé. Que sont ces buts communs? Nous devons joindre nos mains, développer l'Afrique pour que les millions qui souffrent la pauvreté et la guerre ne prennent plus le risque de mourir de faim ou de chaleur dans le désert. Nous devons mobiliser nos énergies pour reconstruire les pays dévastés au Proche-Orient, puisque c'est l'Occident qui a contribué à cette horreur. Nous devons garantir que tous les enfants de la planète puissent avoir accès à l'éducation universelle, afin que le potentiel infini de l'humanité puisse se déchaîner. Nous devons et nous pouvons faire des nouvelles révolutions scientifiques, et en ce qui concerne sur les principes de la vie, la créativité de l'esprit humain en tant que puissance physique dans l'univers, et la légitimité et les lois de l'univers. Adoptons la vision de nos astronautes, nos cosmonautes et nos taïkonautes qui regardent nous, les hommes, d'en haut de l'espace comme une seule unité. L'espace et la recherche a un pouvoir incroyable de pousser l'homme à se poser les questions qui se posent jamais, de découvrir des principes qu'on ignore et dont on ignore les réponses. Devenons réellement humains et relever tous les défis avec une nouvelle ère de l'humanité.